Dans ma chambre d'hôpital, ma sœur a brusquement débranché le câble de mon moniteur cardiaque en lançant d'un ton méprisant : « Tu fais toujours semblant d'être malade. » Mais l'infirmière qui se trouvait juste derrière la porte a tout entendu. Elle est entrée d'un pas ferme et a déclaré : « Vous ne bougez pas d'ici. » J'ai appelé la police. Ma sœur est devenue livide. Ma mère a commencé à supplier, mais 10 minutes plus tard, je n'étais même pas encore tout à fait réveillée quand les hurlements ont commencé. C'était la voix de ma sœur, haute et perçante, qui résonnait dans tout le couloir avant même que je puisse entr'ouvrir les yeux. Tout mon corps me semblait lourd, comme s'il avait été rempli de sable mouillé. Mes yeux étaient secs, ma tête me lançait et ma poitrine était oppressée sous le poids de 1000 non-dits. Je ne savais plus si c'était le matin ou le soir. Les néons blafards de la chambre n'arrangeaient rien. Le dernier souvenir clair que j'avais était le fracas du métal, la sensation de ma voiture qui partait en tête à queue après l'impact, et la voix d'un homme qui criait que les secours arrivaient. Puis, ce fut un flou de sirènes, de gyrophares et de voix agitées. Maintenant, je me retrouvais là, dans un lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras, une jambe immobilisée par une attelle et une énorme ecchymose qui s'étalait sur mes côtes. Et la première chose que j'ai entendue en reprenant connaissance, c'était Léa qui hurlait quelque chose à propos de la validation de son ticket de parking. Elles sont entrées toutes les deux comme si elles avaient des choses bien plus importantes à faire ailleurs. Ma mère s'est dirigée directement vers le fauteuil près de la fenêtre, les yeux rivés sur son téléphone. Léa se tenait au pied de mon lit, m'inspectant comme si elle cherchait des traces de dégâts dont elle niait l'existence. Je n'ai rien dit. Je n'étais même pas sûre de pouvoir encore parler. Ma gorge me brûlait comme si elle avait été récurée à vif. Léa a jeté un coup d'œil aux machines, puis s'est tournée vers moi. Quel cinéma! Tu as bousillé ta voiture, pourquoi? Quelques côtes fêlées et une entorse. De toute façon, cette caisse était une épave. Elle a souri comme si elle venait de faire une blague d'un esprit brillant. Ma mère a ricané sans même lever les yeux de son écran. Je suis restée immobile. Qu'elle parle. Elle finirait bien par s'ennuyer. C'était toujours comme ça. Léa s'est penchée et a touché le câble du moniteur cardiaque. Ce bip est insupportable. Honnêtement, tu simules toujours. Tu es comme ça depuis qu'on est gamine. Et elle a tiré dessus d'un coup sec. L'écran s'est éteint. Le signal plat n'a même pas eu le temps de retentir. Juste le silence. Je n'ai pas bougé. J'étais trop fatiguée pour argumenter, trop mal en point pour me défendre. Je me souviens m'être demandé si c'était comme ça que les gens perdaient la raison, en silence, quand personne ne les croit. Ce qu'aucune de nous n'avait remarqué, c'est que la porte de la chambre n'était pas complètement fermée. L'infirmière était restée juste devant, son dossier à la main. Elle est entrée, calme, mais avec un regard qui a même fait hésiter ma mère. « Vous ne partez pas. » J'ai appelé la police. Léa a blêmi comme si on lui avait jeté un seau d'eau glacée au visage. Ma mère a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti au début. Puis sont venues les excuses. Elle ne pensait pas à mal. On discutait, c'est tout. Elle est juste un peu à cran. La semaine a été stressante pour nous. L'infirmière s'en moquait. Elle a rebranché le moniteur, vérifié ma perfusion et ne leur a plus adressé la parole. La sécurité était déjà en route. J'entendais l'agitation au poste de soins à l'extérieur. Des voix plus nombreuses, des pas pressés. Léa a commencé à faire les 100 pas, vous en faites toute une histoire. On n'a rien fait de mal. Regardez-la, elle va très bien. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'avais l'impression que ma poitrine s'effondrait, que ce soit à cause de l'accident ou de leur présence dans la pièce, je l'ignorais. 10 minutes plus tard, 2 officiers de police sont entrés, un homme et une femme. Ils ont d'abord regardé l'infirmière, puis moi. Ma mère a tenté de s'interposer, mais la policière l'a doucement écartée. Ils m'ont demandé si je me sentais en sécurité. Je n'ai pas répondu. C'était suffisant. Ils ont annoncé à Léa et à ma mère qu'elles allaient être emmenées pour entrave aux soins médicaux et mises en danger d'un patient sous surveillance hospitalière. Je les ai regardées s'embrouiller dans leurs explications, tout nier, se rejeter la faute l'une sur l'autre, pour finalement se taire alors qu'on les escortait vers la sortie.
La porte s'est refermée avec un clic net. J'étais seule, mais pour la première fois depuis l'accident, je n'avais plus l'impression d'être le problème. Elles ont quitté l'étage entouré par la sécurité et les policiers. La voix de ma mère essayait encore de les rattraper, lançant des explications, des mensonges et de petites manipulations déguisées en inquiétude, mais plus personne ne l'écoutait. L'infirmière leur a jeté un dernier regard, comme si elle les avait déjà rayés de son monde. Une fois la porte close, pour la première fois depuis des heures, j'ai pu respirer sans que personne ne me surveille ou ne me juge pour cela. Mais le soulagement fut de courte durée. Le médecin est arrivé environ une demi-heure plus tard. Ce n'était pas l'interne des urgences qui m'avait recousu. C'était une femme plus haut placée, plus expérimentée, et visiblement plus impliquée que je ne l'aurais cru. Son badge indiquait docteur Marchand. Elle était calme, sérieuse, le genre de personne qu'on ne mène pas en bateau. Elle m'a examinée et m'a demandé si je souffrais. Je lui ai dit que ça allait, surtout parce que j'étais trop épuisée pour dire autre chose. Elle s'est assise en face de moi. C'est là qu'elle m'a révélé quelque chose de totalement inattendu. Apparemment, ce n'était pas la première fois que ma sœur se faisait remarquer pour son comportement inapproprié au sein de l'hôpital. Pendant que j'étais inconsciente, Léa avait déjà tenté d'accéder à mon dossier médical en prétendant être ma personne de confiance et mon contact d'urgence principal. On le lui avait refusé, mais elle était revenue une heure plus tard pour retenter sa chance auprès d'une autre infirmière. Même résultat. Elle avait alors commencé à raconter que je simulais tout. Elle avait affirmé à un soignant que j'avais de longs antécédents de comportement visant à attirer l'attention et avait essayé de les convaincre de me supprimer mes médicaments antidouleurs. Et ma mère n'était pas en reste. Elle avait été filmée à plusieurs reprises par les caméras de l'hôpital en train de lever les yeux au ciel, de faire des grimaces derrière le dos des infirmières et de moquer ma façon de respirer. Tout était documenté, témoigné et consigné dans un rapport. Je ne savais même pas comment réagir. Le docteur Marchand m'a demandé si je souhaitais porter plainte formellement, et je suis restée là, à fixer le mur. Je n'étais pas en colère. C'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Comme si une partie de moi renonçait enfin à prétendre que ces gens m'aimaient comme une famille le devrait. Cette nuit-là, on m'a transférée dans un étage plus calme, loin du service général, dans une petite chambre au bout du couloir. Une infirmière m'a dit que c'était la procédure habituelle pour les patients en état de choc traumatique. Mais je savais la vérité. C'était une protection, car l'hôpital ne faisait plus confiance à ma famille. Moi non plus. Le lendemain matin, j'ai enfin récupéré mon téléphone. Il était dans un sachet en plastique avec mon portefeuille et ma montre. La batterie était presque vide, mais quand il s'est allumé, il s'est illuminé comme un sapin de Noël. 32 appels manqués, 17 messages vocaux. Ma sœur m'avait envoyé 6 textos d'affilée à 3 heures du matin, passant de « Je n'arrive pas à croire que tu les aies laissés nous arrêter » à « Appelle-moi tout de suite avant que ça ne tourne mal ». En réalité, ça ne faisait que commencer. Vers midi, ma tante Martine m'a appelée en pleurant. Elle avait entendu parler de l'affaire, enfin, d'une certaine version. Ma mère l'avait appelée pour dire que je leur avais tendu un piège pour les faire arrêter, que je faisais une scène à l'hôpital et que je traînais le nom de la famille dans la boue. Je lui ai dit la vérité, sans même entrer dans tous les détails, juste la partie sur le moniteur débranché, l'infirmière et ce que le médecin avait dit. Cela a suffi. À la fin de la journée, la nouvelle s'était propagée dans le groupe de discussion de la famille. Ma cousine Chloé m'a envoyé des captures d'écran. Les gens choisissaient leur camp. Quelques parents disaient que j'exagérais. D'autres admettaient enfin qu'ils voyaient Léa agir ainsi depuis des années mais qu'ils étaient trop polis pour dire quoi que ce soit. Cette partie-là a fait plus mal que je ne l'aurais pensé. Je suis sortie de l'hôpital 2 jours plus tard, encore endolorie et raide, mais suffisamment stable pour rentrer chez moi. Je n'ai dit à personne quel jour je partais, mais elles l'ont découvert quand même. Alors que l'infirmière me poussait en fauteuil roulant vers la sortie, je les ai vus attendre dehors. Léa était appuyée contre la rambarde, les yeux sur son téléphone. Ma mère tenait un sac de course avec des fleurs et un de ses ballons bon marché ou long lit, bon rétablissement. Elle souriait comme si rien ne s'était passé. On ne voulait pas que ça aille aussi loin, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pris les fleurs.
Je n'ai même pas ralenti. Elles m'ont suivi jusqu'au parking, ma mère courant presque à côté du fauteuil, disant que je réagissais de manière excessive, que je rendais publique une affaire privée et que je les punissais pour un simple malentendu. Je me suis tue, mais j'ai vu l'expression de l'infirmière qui m'accompagnait, un regard qui disait qu'elle avait déjà vu ça, qu'elle comprenait parfaitement la dynamique toxique de cette famille. Elles ne m'ont pas suivi dans la voiture, mais le mal était fait. Ce qui a suivi fut pire. Je n'ai pas défait ma valise pendant 2 jours. Elle restait dans le couloir comme un rappel que je ne me sentais plus chez moi. Pas ici. Je passais d'une pièce à l'autre, verrouillant les fenêtres, vérifiant le pêne dormant de la porte d'entrée, laissant la lumière du perron allumée même en plein jour. Chaque voiture qui passait me faisait tressaillir. Chaque silence semblait retenir son souffle. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de l'expérience. Le premier signe est venu sous la forme d'un message vocal. Mon propriétaire, Monsieur Durand, m'a dit que quelqu'un avait appelé pour demander des précisions sur mon contrat de bail. Il n'y avait pas prêté attention jusqu'à ce que la femme au téléphone commence à insister pour obtenir un double de mes clés. Lorsqu'il a demandé une pièce d'identité, elle a raccroché. J'ai demandé s'il avait un nom. Il n'en avait pas, mais elle avait dit être ma sœur. Je n'ai même pas eu besoin de demander laquelle. J'ai appelé ma banque ensuite, puis la seconde, puis la caisse de crédit que j'utilisais à peine mais où j'avais encore un compte. Je l'avais ouvert des années plus tôt quand ma mère avait eu son opération de la hanche et que j'avais besoin d'un compte joint pour couvrir certains de ses frais médicaux. À l'époque, cela semblait pratique, responsable. Maintenant, c'était un piège que j'avais moi-même construit. Le solde du compte joint avait chuté de façon spectaculaire en seulement une semaine, descendant à 826 €. Il y avait plus de 10 000 € la dernière fois que j'avais vérifié, il y a peut-être 3 mois. J'ai fixé l'écran, relisant les chiffres, actualisant la page comme si cela allait changer quoi que ce soit. Il y avait eu des virements, des retraits, 2 d'entre eux de 3 000 € chacun, espacés juste assez pour ne pas déclencher d'alerte à la fraude. Je n'ai même pas pris la peine de l'appeler. J'ai clôturé le compte immédiatement et j'ai commencé à retirer mon nom de tout ce que je pouvais imaginer. Et puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai acheté des caméras, une pour l'entrée, une pour la porte latérale, une pour le salon. Je ne voulais pas être cette personne paranoïaque dans sa propre maison, mais je ne voulais pas non plus être la femme aux infos qui n'a rien vu venir. Le technicien est venu le lendemain. Il était gentil. Il m'a demandé si j'avais déjà eu des cambriolages. Je n'ai pas répondu, mais je lui ai dit de s'assurer que le système téléchargeait tout sur le cloud. Cette nuit-là, j'ai enfin dormi plus de 4 heures. Ce genre de sommeil lourd qui vous fait oublier où vous êtes pendant un instant, jusqu'à ce que les coups commencent. C'était un bruit sourd, pas comme si on frappait à la porte, plutôt comme une épaule qui percute le bois. Puis les cris sont venus. « Ouvre cette porte !» Non, je n'ai pas bougé. Je suis resté figé derrière le canapé, mon téléphone à la main, composant déjà le 17. La voix était reconnaissable entre mille. Léa. Celle de ma mère était là aussi, plus contrôlée, mais disant la même chose. Ne compliquons pas les choses. Parlons comme des adultes. Tu nous dois bien ça. Je n'ai pas répondu. Je savais déjà où cela menait. L'opérateur m'a dit de rester à l'intérieur, de ne pas intervenir et d'attendre. J'entendais ma mère hurler quelque chose à propos d'avocats et d'une demande de mise sous tutelle. Puis un grand fracas. Elles ont jeté quelque chose contre la porte. J'ai regardé le flux en direct sur mon téléphone depuis la caméra du perron. Léa tenait une brique. La police est arrivée rapidement. Sans sirène hurlante, mais assez vite. Un officier est monté dans l'allée et elles ont toutes les deux essayé de jouer la décontraction, comme si elles prenaient simplement de mes nouvelles. On leur a ordonné de partir. L'officier n'a pas posé de questions, il s'est contenté de se tenir entre elle et la porte, attendant qu'elle recule. Mais elles ne sont pas allées loin. Elles sont restées assises dans la voiture garée en face de chez moi pendant plus d'1 heure, à m'observer. C'est là que j'ai appelé mon oncle Jean-Pierre et ma tante Martine. Je leur ai tout raconté, pas seulement l'incident, mais le compte bancaire, le propriétaire, les menaces, les cris,
et le regard de Léa quand elle tenait cette brique comme si elle ne visait pas seulement la porte. Ils ont pris la route le soir même et n'ont pas hésité une seconde à apporter des sacs de voyage pour la nuit. Ma tante est allée directement dans la cuisine pour préparer du thé comme si elle vivait là. Mon oncle n'a pas posé de questions. Il a juste vérifié les serrures et a dit qu'il resterait éveillé un moment. Mais le lendemain matin a apporté un nouveau sommet dans l'horreur. Je suis entrée dans la cuisine pour faire du café et j'ai trouvé la porte du placard arrachée de sa charnière. Chaque assiette à l'intérieur était brisée sur le sol. Ce n'était pas un accident. La fenêtre au-dessus de l'évier avait été forcée, juste assez pour laisser passer une main ou un outil. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne cherchait pas seulement à me faire peur. Elle voulait que je me sente en danger, instable, seule contre toutes. Et honnêtement, ça marchait. J'avais l'habitude de penser que des gens comme ma mère et ma sœur ne causaient que des dommages émotionnels, de la manipulation, du gaslighting, de la honte. Mais maintenant, j'avais l'impression de découvrir un plan, couche après terrifiante couche. La vaisselle brisée n'était que le début. Ce matin-là, pendant que ma tante ramassait les débris et que mon oncle inspectait la fenêtre arrière, j'ai reçu un email de mon assurance décès. Objet, confirmation de changement de bénéficiaire. Je me suis figée. Je n'avais rien mis à jour. Je ne m'étais même pas connectée à ce compte depuis la pandémie. J'ai ouvert l'email et je me suis sentie mal instantanément. Quelqu'un avait soumis une demande pour supprimer mon bénéficiaire principal et le remplacer par ma mère. Le changement n'avait pas été validé car la signature numérique ne correspondait pas. Mais le simple fait qu'elle ait mon numéro de contrat et assez d'informations personnelles pour essayer, cela m'a glacé plus que tout le reste. J'ai montré l'email à ma tante en premier. Elle l'a lu en silence, l'a tendu à mon oncle, puis m'a posé une question à laquelle je n'avais pas pensé. Est-ce que tu leur as déjà parlé de ce contrat? Je l'avais fait une fois, 2 ans auparavant, lors d'un dîner, alors qu'on parlait de prévoyance. Ma mère avait fait une remarque acide sur le fait que je leur survivrais probablement tous de toute façon, et Léa avait plaisanté, « Eh bien, si tu meurs, j'espère que je récupère la voiture. » Elle s'en était souvenue. La réaction de mon oncle a changé après cela. Il a appelé un avocat qu'il connaissait via son entreprise de logistique. Il ne m'a même pas dit ce qu'il faisait, il m'a juste tendu le téléphone quand l'avocat a été prêt à parler. Les questions se sont enchaînées. Avais-je déjà déposé une plainte? Avait-elle accès à mes comptes? Était-elle listée comme mandataire médicaux? L'hôpital avait-il documenté l'incident du moniteur? J'ai tout déballé. Puis il a posé une question inattendue. Avait-elle posé des questions sur les décisions de fin de vie pendant que j'étais inconsciente? Je ne le savais pas, mais je me suis souvenu de ce que le médecin m'avait dit. Les infirmières avaient rapporté que ma mère et Léa avaient essayé de s'immiscer dans mon traitement, de réduire les antidouleurs, de suggérer que je simulais, de tenter d'accéder au dossier. L'avocat m'a dit franchement que ce n'était plus seulement de la violence psychologique. C'était un schéma qui ressemblait dangereusement à quelque chose de criminel. Et le pire, c'est que j'avais laissé la porte ouverte pendant des années. J'avais donné accès à l'un de mes vieux comptes quand j'aidais à payer les factures médicales de ma mère. Ce compte joint contenait presque 11 000 €. Il restait 826 €. La banque ne pouvait pas annuler les virements. Ils avaient été faits à des intervalles légaux, rien de suspect pour le département des fraudes. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est la dernière note du dossier bancaire. Quelqu'un s'était présenté en personne quelques jours après mon accident pour demander les formulaires de clôture de compte. Il n'avait pas de pièce d'identité, donc l'employé avait refusé, mais ils avaient donné un nom, Léa. J'ai fermé tous mes comptes ce jour-là. J'ai tout transféré dans une nouvelle banque, j'ai encore changé mes serrures. Mon oncle a installé des verrous supplémentaires et des barres aux fenêtres. Ma tante a envoyé des messages à mes cousins pour leur dire de rester vigilants. Si ma mère ou ma sœur se présentaient en posant des questions, on ne devait rien leur dire. Ce soir-là, alors que nous étions enfin assis pour dîner, mon téléphone a vibré à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un email. C'était une alerte de sécurité. Mouvement détecté par la caméra du perron à minuit 17. J'ai ouvert l'application et je l'ai vu. Ce n'était ni ma mère, ni ma sœur.
C'était un homme que je ne connaissais pas, sweat à capuche, Jean, se tenant juste hors du champ direct, téléphone à l'oreille, faisant les 100 pas lentement devant ma porte comme s'il attendait que quelqu'un réponde. Puis il a regardé directement la porte et a prononcé mon nom, sans crier, mais comme s'il me connaissait, comme s'il s'attendait à ce que j'ouvre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Il est resté là exactement 2 minutes de plus, puis est retourné vers une voiture que je ne connaissais pas, est monté et est parti. Mon oncle a rappelé la police et a envoyé les images. Nous n'avons jamais eu de nom, mais 2 jours plus tard, ma cousine Chloé m'a envoyé un message qui m'a glacé le sang. Léa avait posté un message vague sur ses réseaux sociaux. Les gens qui trahissent leur famille ne réalisent pas à quel point ils sont remplaçables. Après que cet homme est apparu sur mon perron, quelque chose en moi s'est figé complètement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé les images de sécurité en boucle jusqu'à ce que ma tante entre et me demande pourquoi je n'étais pas couchée. Quand je lui ai montré la vidéo, elle n'a même pas demandé qui c'était. Elle a juste fixé l'écran pendant un long moment, puis a dit qu'on aurait dû les arrêter il y a des années. Au matin, mon oncle avait déjà envoyé la vidéo à la police et l'avait signalée à l'avocat qui gérait l'ordonnance d'éloignement. J'ai fait une courte déclaration écrite confirmant que je ne connaissais pas cet homme, que je n'attendais personne et que je n'avais pas donné mon adresse à qui que ce soit en dehors de ma famille proche. On m'a dit de garder mes portes verrouillées et de ne pas intervenir s'il revenait. Cela ne me semblait pas être un grand plan, mais mon oncle en avait un. Il a convoqué une réunion. Pas avec les personnes qui causaient le chaos, mais avec celles qui comptaient. 3 de ses frères et sœurs, 2 cousins, un partenaire d'affaires. Tous observaient les événements de loin, recevant des bribes d'informations par texto ou appels familiaux gênés. Mais cette fois, il a tout mis sur la table, le rapport de l'hôpital, la tentative de changer le bénéficiaire de mon assurance, les retraits sur le compte joint que j'avais stupidement laissé ouvert, la visite de minuit de l'inconnu qui connaissait mon nom, et les rapports de police liant tout cela. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas que mon oncle ait gardé des traces. C'est qu'il n'était pas le seul. Ma cousine Manon a dit qu'elle avait été contactée par ma mère quelques jours plus tôt, lui demandant si elle savait combien j'avais pu hériter de notre grand-père. Il n'y avait pas d'héritage, juste des suppositions. Elle a demandé si cet homme avait été envoyé pour m'effrayer. J'ai dit que je l'ignorais, mais qu'il avait l'air calme. Trop calme. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Mon oncle a passé quelques appels et a entamé la procédure pour retirer ma mère et Léa des comptes de l'entreprise familiale, une petite société dont elle n'avait aucun rôle réel mais dont elle percevait des dividendes. Il a également gelé le petit fonds fiduciaire que notre grand-père avait laissé pour les urgences familiales, dans lequel elle piochait toutes les 2 occasionnellement en utilisant la culpabilité et des histoires de besoin d'aide. Il m'a dit de ne plus m'inquiéter, que tout était pris en main. Mais je savais à quoi m'attendre car ce soir-là, vers 20h45, elles ont débarqué à nouveau. Pas d'avertissement, pas d'appel, pas d'excuses. Elles sont arrivées à la porte en hurlant comme si elles étaient les victimes. Ma mère avait un dossier à la main. Elle l'agitait comme si cela prouvait quelque chose. Léa s'est engouffrée derrière elle avant que quiconque puisse bloquer le passage. Elle ne voulait pas discuter. Elle voulait le contrôle. Ma mère m'a accusée d'empoisonner la famille, d'exagérer les faits. Elle a dit que j'avais détruit leur réputation. Léa a renversé une lampe. Elle a dit que je montais tout le monde contre elle juste pour jouer la victime. Quand ma tante leur a ordonné de partir, ma mère l'a regardée et a lancé « Toi aussi, tu essaies juste de lui piquer son argent. » C'est là que mon oncle est intervenu. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a juste dit assez fort pour que tout le monde entende « Si vous prononcez un mot de plus, je vous fais exclure de chaque contrat restant, de chaque actif, de chaque centime lié à cette famille. » Ma mère s'est figée. Léa a commencé à répliquer, mais mon oncle a levé un doigt et a dit « C'est fini. On arrête de vous protéger de vous-même. » Puis il m'a regardé et m'a posé une question « Est-ce que tu veux qu'elle soit ici ?» J'ai dit « Non. » Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a vraiment écouté. On leur a dit de partir immédiatement sous peine d'appeler la police encore une fois. Ma tante s'est tenue entre moi et la porte jusqu'à ce qu'elle recule enfin. Pas de cris,
Pas de pleurs, juste deux personnes qui réalisaient enfin que la seule chose à laquelle elles tenaient vraiment, l'accès à l'argent, venait de disparaître. Cette nuit-là, je suis restée sur le canapé pendant que ma tante préparait du thé et que mon oncle changeait les serrures une fois de plus, même si elle n'avait jamais eu les clés. J'ai fixé la fenêtre pendant un long moment, non pas parce que je pensais qu'elle reviendrait, mais parce que je commençais enfin à croire qu'elle ne le ferait peut-être plus. Mais la peur ne m'a pas quittée pour autant. Je me sentais en sécurité, certes, mais seulement dans cette minuscule parenthèse. Cette maison, ce moment précis. Je savais que le reste du monde était encore trop proche. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher des appartements dans d'autres villes. Des endroits calmes, petits, où personne ne penserait à me chercher. Et je n'en ai parlé à personne. Pas encore. Quand je suis partie, je ne l'ai dit qu'à ma tante et mon oncle. Pas de post dramatique en ligne, pas de SMS collectif pour expliquer quoi que ce soit. Je me suis simplement volatilisée. De bon matin, une valise, tout le reste donné ou laissé derrière moi. Mon oncle a conduit devant avec une remorque de location transportant les quelques meubles achetés d'occasion. Ma tante suivait dans sa voiture avec des collations, des couvertures et un thermos de café comme si nous partions en voyage d'agrément. Ce n'était pas le cas. Cela ressemblait plus à une exfiltration. D'une certaine manière, c'en était une. L'appartement était à 2 heures de route, petit, ancien, et dans un quartier où ma famille n'avait aucune raison de mettre les pieds. Ce n'était ni mignon, ni branché. Mais il y avait un verrou de sécurité qui fonctionnait et des voisins qui ne posaient pas de questions. C'était suffisant. Les premières nuits, je n'arrivais pas à dormir. Pas à cause du bruit, mais parce que c'était trop calme. Pas de sirène, pas de voix de dispute filtrant à travers les murs. Pas de coups inattendus à la porte, juste le silence. Je gardais mon téléphone en mode silencieux, face contre table, comme si j'attendais qu'une catastrophe arrive. Rien n'est arrivé. J'ai commencé à faire des promenades autour du pâté de maison juste pour me rappeler que je ne me cachais pas. Je croisais des inconnus et je me demandais s'ils pouvaient voir que j'étais quelqu'un qui avait perdu plus qu'elle ne le laissait paraître. Peut-être qu'ils le voyaient. C'est peut-être pour ça qu'ils ne s'arrêtaient jamais pour demander. J'ai acheté une table d'occasion, 2 chaises et un canapé qui grinçaient quand on s'asseyait. Mon oncle m'a aidé à poser des rideaux occultants. Ma tante a rempli mon garde-manger comme si j'emménageais dans une chambre d'étudiante. Je pensais qu'ils prendraient peu à peu leur distance, qu'ils viendraient moins souvent une fois qu'ils me sentiraient stable. Ils ne l'ont pas fait. Ils faisaient la route presque tous les week-ends. Parfois pour quelques heures, parfois juste pour déposer des courses ou voir si j'avais besoin de quelque chose. Ils n'insistaient jamais. Ils ne me demandaient pas comment je tenais le coup. Ils étaient juste là. Cela, plus que tout, m'a fait sentir que peut-être toute ma famille n'était pas brisée. L'ordonnance d'éloignement est restée en vigueur. Pas de violation, pas d'appels bizarres, pas de voitures inconnues garées dehors. C'était calme de la façon dont j'en avais toujours rêvé, mais à laquelle je n'avais jamais cru. Le genre de calme qui vous fait réaliser à quel point vous aviez été élevé pour accepter le vacarme comme la norme. Léa et ma mère n'ont plus jamais essayé de me contacter. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ont disparu. J'ai eu des nouvelles de Manon une fois via un numéro jetable. Tout ce qu'elle a dit, c'est « Tu avais raison. Je ne voulais pas le voir avant. Je le vois maintenant. » Je n'ai pas répondu. Pas par colère, juste parce que j'en avais fini de donner des morceaux de moi-même. L'argent était perdu, je l'ai accepté. Elle l'avait siphonné. Ce qu'elles n'avaient pas pu prendre, elles avaient essayé de me l'arracher par la peur. Et quand cela a échoué, elles sont passées à autre chose. Probablement à une nouvelle histoire qu'elles racontaient à qui voulait l'entendre. J'ai arrêté de me soucier de la version de moi qu'elles servaient aux autres. Ce qui comptait, c'est qu'elles ne savaient plus où j'étais, ni où je vivais, ni pour qui je travaillais, ni qui je devenais. Je travaillais à distance. Rien de prestigieux, juste quelque chose de stable et de tranquille. J'économisais plus, je cuisinais plus, je passais plus de temps avec moi-même que je ne l'avais jamais fait. Certains jours étaient encore lourds. J'ouvrais le frigo, je fixais un plat que ma tante avait préparé et je me souvenais soudain de la façon dont ma mère hurlait que j'étais égoïste dès que je voulais quelque chose de différent d'elle.
Mais ces moments passaient. Ils finissent toujours par passer. La solitude venait par vagues. Cette partie-là ne m'a pas surprise. Quand on quitte des gens qui vous ont fait du mal toute votre vie, on ne se sent pas seulement libre. On se sent aussi vide pendant un certain temps. On fait le deuil de quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. C'est la partie à laquelle personne ne vous prépare. Mais avec le temps, le silence a commencé à me sembler protecteur. Un week-end, ma tante et moi étions assises sur le petit balcon en train de boire du thé. Elle regardait le parking et m'a demandé si j'étais heureuse. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas si je l'étais, pas encore, mais je lui ai dit que je me sentais moi-même pour la première fois depuis très longtemps, et cela me suffisait.